Bienvenue sur notre chaîne Innovation Managériale, la première chaîne qui vous parle du management de demain. Pour cette première saison, qui sera composée de 13 épisodes, nous vous présentons ce que nous percevons être l'entreprise du futur, que nous avons appelée l'entreprise co-responsable. Dans ce troisième épisode, nous vous présentons les 10 principes qui constituent le fondement de la culture co-responsable, qui permettent aux entreprises d'évoluer d'une relation parent-enfant à adulte-adulte. Francis, bonjour. Bonjour Michel. Deux étapes importantes. Ce troisième podcast est déterminant pour bien comprendre la présentation des 10 principes de la culture de la co-responsabilité qu'on verra dans les autres épisodes. Tu avais parlé lors des deux premiers épisodes de fonctionnalité, de besoin de liberté. Mais est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose qui existe au cœur de l'entreprise libérée ? Alors, il y a deux choses. Déjà, il faut bien comprendre que la liberté, c'est le libre arbitre. C'est ce que je propose est vraiment différent de l'entreprise libérée, parce que l'entreprise libérée, de ce que j'en ai compris, est partie du présupposé que les salariés étaient, on va dire, malheureux ou en difficulté du fait du management. Et donc c'est pour ça que la plupart des modèles d'entreprise libérée suggèrent l'éradication de la fonction managériale, qui serait à l'origine d'un certain mal-être, en contrepartie d'une autogouvernance. Moi, je pense que c'est peut-être possible dans certaines entreprises, mais je crois que ce n'est pas possible dans la majorité des entreprises, en tout cas en France. Parce qu'on a des classifications, parce qu'on a des conventions collectives, parce qu'on a un code du travail aussi, qui est très clair, qui dit que en fait, celui qui décide, c'est l'autorité. Et moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour offrir du libre arbitre, de l'autonomie, de la liberté aux collaborateurs. Mais il me semble important, pour qu'un groupe fonctionne bien, qu'il y ait quand même un cadre qui soit clairement défini. Et surtout, ce que je souhaitais, c'était de proposer quelque chose qui respecte les organigrammes, qui respecte les classifications telles qu'elles existent, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas se le permettre. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a un avant et un après la Covid. L'avant Covid, c'est le bonheur. Donc ça se manifestait par toi, entreprise, rends-moi heureux, crée les conditions de bien-être. Et donc on a tout ce qui est qualité de vie au travail, risques psychosociaux, etc. Et après le Covid, sans doute parce qu'on a été privé de liberté du fait du confinement et des couvre-feux, il y a une vraie revendication de liberté. Et on voit bien d'ailleurs que si les entreprises n'offrent pas cette liberté depuis quelques mois, les salariés n'hésitent pas à quitter cette entreprise pour aller trouver quelque chose ailleurs. Donc moi, j'avais plutôt envie de proposer quelque chose en disant, voilà, si vous voulez de la liberté, ça se traduit par de l'autonomie. Pour qu'il y ait l'autonomie, il faut une contrepartie. Et là, j'ai proposé le CARE 2.0, c'est-à-dire que il y a pour moi le CARE 1.0 qui est avant le confinement, c'est prendre soin des collaborateurs. Et puis le CARE 2.0, c'est instaurer une nouvelle manière de travailler, une nouvelle forme de collaboration basée sur cet acronyme qui nécessiterait en fait d'avoir une collaboration qui soit instaurée sur la confiance, l'autonomie, la responsabilité et l'équité. Parce que quand on est dans le libre arbitre et la liberté, il faut être extrêmement prudent à ce que le nouveau système qu'on va mettre en place paraisse juste et équitable pour chaque acteur de l'entreprise. Alors, si je résume de façon très synthétique, Francis, le fait que les entreprises ne pourraient offrir de la liberté que si elles prennent en considération l'autonomie, pourquoi c'est si difficile d'offrir de l'autonomie ? Dès notre plus jeune âge, on est éduqué dans l'idée de respecter des normes sociales imposées. Et il n'y a que par le respect de ces normes que je serai valorisé et reconnu et donc heureux. En entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est valorisé sur un critère de respect des normes. Si on décide de s'émanciper de la notion de normes, à ce moment-là, il faut retravailler sur le système de valorisation et de reconnaissance. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile? Tout simplement parce qu'on a 100 ans d'histoire qui sont basés sur le système de command and control. Et quand on dit à quelqu'un de faire quelque chose, paradoxalement, ça le déresponsabilise parce qu'il ne s'estime pas auteur de ses actes. Et donc là, l'idée, c'est que pour offrir de l'autonomie, il faut que chacun s'estime auteur et acteur de ses actes. Et donc c'est tout un système qu'il faut réinventer pour pouvoir répondre à ce besoin d'équilibre vie privée, vie pro auquel aspirent les salariés et permettre aux entreprises d'évoluer dans un monde VUCA. Tu as parlé d'émancipation. C'est vrai que ça fait penser à un jeune qui va aller vers le statut d'adulte. Or, les personnels, les gens ont cette véritable difficulté à être des adultes
Oui, parce que en fait, le système hiérarchique ne crée pas d'adultes, paradoxalement. Et pour mieux comprendre, j'ai toujours tendance à présenter les états du moi d'analyse transactionnelle, qui dit qu'en chacun d'entre nous, on a 3 états. On a un état apparent, donc il y a 2 états apparents. L'état apparent, c'est la référence à la norme. Donc par exemple, on est dans un parent normatif quand on juge, quand on dit bien, pas bien. On est dans un parent plutôt nourricier quand on est plutôt dans une attitude de soutien. De quoi as-tu besoin, mon petit chéri, pour que ça aille mieux? Ça, c'est notre premier état. On a un deuxième état qui est plus de l'ordre du ressenti des émotions, qui est l'état enfant. Et là, on a 3 états enfants. On a 2 états enfants qui sont dépendants du parent. Donc on a un état enfant rebelle, où là on va s'opposer aux parents, on va s'opposer à la norme, en disant non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas payé pour ça, je ne le ferai pas, je vais me mettre en arrêt maladie dans certaines entreprises. On a l'état enfant soumis, ça c'est quand on est dans cet état, c'est qu'on fait des choses qu'on n'aime pas faire, mais on le fait quand même parce qu'on est soumis vis-à-vis du parent. Et puis on a l'enfant libéré. L'enfant libéré, la particularité, c'est qu'il n'est pas du tout dépendant du parent. Et donc l'enfant libéré, c'est celui qui fait ce qu'il veut quand il veut. Voilà. Et on a un autre état qui est l'état adulte. L'état adulte, on n'est ni dépendant de la norme, comme le parent, ni dépendant des émotions, comme l'enfant. On est dissocié, on est analytique, on est factuel, on relativise, etc. Et l'idée, c'est d'aller dans l'adulte et de construire une nouvelle forme de collaboration qui soit basée sur l'adulte. Or, quand on regarde les 5 premières cultures managériales que l'on connaît, le paternalisme, c'est le pater, donc c'est le parent, donc on est dans du parent. Quand on est dans du directif, c'est le chef, c'est du parent, c'est lui qui dit ce qu'il faut faire. Quand on est dans du bureaucratique, c'est le cadre qui définit les normes et les règles et qui attend qu'elles soient respectées. On retrouve la même chose dans le leadership, paradoxalement, parce que le leader, c'est celui qui fixe un objectif, et c'est celui qui récompense ou qui punit. Et quand on est dans le collaboratif, on n'est plus vraiment dans du parent normatif, on est plutôt dans du parent nourricier, et on a plutôt tendance à faire très attention, à être corporate, à dire les mots qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de tension, etc. Donc, dans toute l'histoire du management que l'on connaît, et ça c'est conforté et soutenu et entretenu par le Code du travail, parce que notre Code du travail est basé sur le principe de subordination unilatérale et hiérarchique, c'est-à-dire que notre Code du travail nous dit, de toute façon, il n'y a que l'autorité qui peut décider. Voilà. Et donc forcément, ça induit une relation parent-enfant. Et la problématique du parent-enfant, c'est que ça nous amène gentiment vers ce qu'on appelle le triangle dramatique, où là, 3 rôles sont joués. On est toujours sur l'analyse transactionnelle. On a le rôle de la victime. La victime, c'est la personne qui se plaint parce qu'elle n'est pas bien. Qui dit victime dit persécuteur. Et le troisième rôle qui est joué, c'est les sauveteurs. Et donc en entreprise, les victimes sont souvent les collaborateurs, les persécuteurs, c'est souvent les managers, et les sauveurs sont souvent les représentants syndicaux, les partenaires sociaux. Et en cela, l'idée, c'est de dire, c'est pas grave, c'est de la faute de personne, c'est juste le système qui est comme ça. Donc quand on a compris ça, on se dit, ok, est-ce que j'ai envie de sortir de ces jeux psychologiques qui sont préjudiciables à tout le monde, l'entreprise, les salariés, ou est-ce que j'ai envie d'y rester parce que de toute façon, le système m'y maintient. Donc moi, ce que j'ai proposé, c'est d'en sortir avec un nouveau triangle de l'acronyme. Donc c'est travailler sur un sens commun. On va voir ce que ça veut dire, un sens commun, des valeurs communes et des principes collaboratifs communs. Donc l'idée, c'est de dire, puisque le Code du travail ne nous permet pas d'être dans une relation adulte-adulte, eh bien, il faut créer un nouveau contrat social basé sur cette relation adulte-adulte. Et pour qu'on puisse parvenir à cette relation-là, où tout le monde finalement a atteint l'autonomie, la responsabilité, la confiance et l'équité qu'on recherche, il faut que dans un premier temps, l'entreprise fasse en sorte que les managers quittent leur rôle de parents pour aller embrasser d'une certaine manière le rôle d'adulte. Nous, on appelle ça le manager facilitateur, c'est-à-dire que je suis un manager, je pars du principe que mes collaborateurs sont compétents et motivés, je ne suis pas tout le temps à être derrière leur dos, à leur dire tout ce qu'ils ont à faire, sinon je me maintiens dans le parent. Et ça, c'est la première étape, et ça, c'est pas nouveau, ça fait quelques années qu'on est sur cette logique-là. Par contre, ce qu'on ne fait jamais, c'est d'inciter les collaborateurs à passer de enfant à adulte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant ne peut pas passer en adulte s'il ne voit pas le parent devenir adulte. Et donc c'est pour ça que moi j'ai créé 10 principes, j'ai proposé 10 principes qui sont en fait des messages permissifs où l'entreprise et les managers s'adressent aux collaborateurs en disant
je t'autorise, je te permets de quitter ta posture d'enfant, qui en fait crée les jeux psychologiques, pour aller t'approprier la posture d'adulte, parce que j'ai déjà fait ce travail-là avec les managers, et donc je vais te guider et je vais t'y autoriser. Qu'est-ce qui est le plus difficile à passer ou quel est le levier le plus simple à utiliser avant d'aller vers les 10 messages que tu... Le chemin, c'est vraiment de... Moi, je dissocie deux notions, la notion d'être ensemble et la notion de faire ensemble. La culture de la co-responsabilité, de mon point de vue, est plutôt de l'ordre de l'être ensemble. Ce sont des nouvelles postures, une nouvelle attitude, une nouvelle manière d'aborder la relation. Donc, pour pouvoir arriver à ce résultat-là, il y a deux étapes. La première étape, c'est de passer les managers de parents à adultes. Et donc, l'autre triangle que j'ai proposé, c'est par exemple de retravailler sur le sens commun. La plupart des modèles d'organisation se concentrent davantage sur le quoi. Alors que moi, je pense que pour devenir adulte, il faut aller sur le pourquoi. Je vais prendre un exemple d'un sens commun. On va prendre deux entreprises, une que je connais bien, qui est Leroy Merlin, et puis une autre que je connais moins bien, donc concurrent, peu importe. Les deux ont le même métier, ont le même quoi. Vendre du matériel de bricolage et de construction. Mais chez Leroy Merlin, la manière qu'ils ont d'animer en adulte consiste à dire, mais ton métier ne consiste pas à vendre, ton métier consiste à faire rêver la maison vis-à-vis du client, c'est de les aider à rêver leur maison plus précisément, et les accompagner dans leur concrétisation. Donc ça veut dire que, est-ce que tu penses que ce que tu as fait là a permis au client d'imaginer, de rêver sa maison ou pas? C'est pas pareil que va prendre 10 pots de peinture. Et si je prends un autre exemple, donc là, tout un travail à faire, très culturel, on va prendre le métier de ripper, donc anciennement appelé éboueur. Si on regarde les descriptions de poste, on est encore beaucoup dans du quoi, à savoir, toi, ton métier, c'est de vider les poubelles. Vider les poubelles, c'est pas très valorisant. C'est important, c'est pas très valorisant. Alors que si on dit, non, toi, ton métier, c'est de faire en sorte de rendre la vie des citoyens agréable et de contribuer au respect de l'environnement, c'est pas pareil. Donc on retravaille sur cette notion de sens, ce qui me semble être la première des choses pour accéder à l'adulte. Parce que quand on accède à l'adulte, c'est passer d'une culture de la règle à une culture du résultat. Je te donne de l'autonomie, c'est-à-dire je te laisse la liberté, le libre arbitre de t'organiser comme tu l'entends à partir du moment où tu es au rendez-vous, parce qu'on aura défini préalablement un résultat. Et puis comme on est aujourd'hui beaucoup sur l'hybridation, on est sur des modèles en fait, où je te laisse ton libre arbitre, c'est-à-dire que je vais devoir gérer une diversité. Et ça va être un peu compliqué. C'est pour ça qu'il est très important, et on le verra dans l'épisode sur l'esprit d'équipe, il est très important de travailler sur des valeurs communes, une identité commune. Et ça, c'est pas nouveau, les valeurs. Ça a au moins une trentaine d'années. Sauf que les valeurs, telles qu'elles ont été faites, sont plus proches de la marque employeur. Donc on plus pour objectif de valoriser l'entreprise, de montrer à quel point elle est trop bien, que du management en tant que tel. C'est rare que les entreprises, il y en a quelques-unes, considèrent les valeurs comme étant un outil de management. Ça m'arrive souvent d'intervenir dans des entreprises. Et d'ailleurs, on pourrait vous demander, et je dis, avez-vous des valeurs déjà? Alors il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Ils sont dans la même entreprise. Et quand ils me disent oui, je leur dis, ok, quelles sont vos valeurs? Est-ce que vous pouvez me les citer? C'est compliqué là. C'est encore plus compliqué. Et la troisième, c'est à quoi ça sert? Qu'est-ce que vous en faites concrètement? Et là, en général, je perds beaucoup de personnes. Si on veut que les gens se comportent de manière autonome, il faut quand même qu'il y ait des valeurs qui soient partagées, sinon ça ne peut pas marcher. Donc là-dessus, on va dire qu'on est relativement avancé. Par contre, ce qui manquait, c'est le troisième pilier, qui sont les principes collaboratifs pour autoriser à accéder à l'adulte. Alors ces principes qui vont dans le cadre de la culture de la co-responsabilité, ces 10 principes-là, tu les as définis et tu les as mis dans un ordre qui n'est pas par hasard. C'est sur cela qu'on va revenir dans nos prochains épisodes. C'est ça. L'idée des podcasts, c'était de vous présenter épisode par épisode chacun des principes et surtout d'essayer de comprendre pourquoi on avait ce besoin-là d'évoquer cette autorisation d'une certaine manière. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis obligé de dire je t'autorise à exprimer des idées, je t'autorise à rebondir sur des échecs. Et en fait, c'est parti d'un certain nombre de constats, en fait, de mes 20 années d'expérience en entreprise et surtout de mes 10 années, 12 années d'expérience en tant que consultant et formateur, où j'entends beaucoup de managers me disent j'ai un certain nombre de collaborateurs qui se plaignent. Par exemple, il y en a qui vont me dire j'entends souvent je ne suis pas payé pour ça, c'est pas à moi de le faire. Donc ce qui m'intéressait, c'est pourquoi une personne dit je ne suis pas payé pour ça, c'est pas à moi de le faire.
Oui. Et donc, d'un côté, il y a des collaborateurs qui disent mais moi, je ne le ferai pas, ce n'est pas dans ma description de poste. Et puis, il y a des managers qui disent ouais, mais moi, je lui demande juste de faire un tout petit truc, mais je ne comprends pas ce qui se passe. J'y suis allé dans un ordre précis, et chacun des principes est vraiment basé sur du vécu. Et le premier principe, bien évidemment, s'appelle la responsabilisation. Et j'ai fait des petites phrases pour que ce soit assez clair. La première, c'est déjà d'instaurer le principe de la co-responsabilité en disant, voilà, je ne suis ni ton père ni ta mère et tu n'es pas mon enfant. Nous sommes tous les deux des adultes responsables qui avons fait des choix, prenons des décisions et les assumons. Alors dit comme ça paraît une évidence, et en fait, quand on le voit dans le déroulement d'une mécanique de société, c'est exactement ça. Oui, et puis parfois c'est perçu de manière extrêmement violente. Voilà. Alors qu'en fait, on ne fait juste qu'instaurer la relation adulte-adulte, voilà, tout simplement. Il y a un deuxième principe dont la vocation, c'est d'offrir de l'autonomie. Et à ce titre, je l'ai libellé en disant, voilà, parce qu'on te fait confiance, et on ne peut pas donner d'autonomie si on ne fait pas confiance, tu es libre de t'organiser comme tu veux, à partir du moment où tu respectes tes engagements, donc il faut retravailler sur la notion d'engagement, on verra ça dans un autre épisode, et que cela contribue à la concrétisation de nos projets. Il faut toujours rechercher l'équilibre, on doit être dans du win-win, du gagnant-gagnant. Moi, toutes les entreprises que j'ai observées qui étaient déjà dans cette mouvance, c'était à chaque fois qu'ils prenaient une décision, c'est quel est le bénéfice pour toi, salarié, quel est le bénéfice pour moi, entreprise. Après, le risque, c'est que les gens confondent indépendance et autonomie. C'est pour ça qu'il y a un troisième principe, donc un message permissif, qui dit clairement, si tu es autonome, tu n'es pas indépendant, car tu fais partie d'une équipe. C'est pourquoi tu dois prendre en compte l'impact de tes décisions et de tes actes sur les autres et faire preuve de solidarité. C'est-à-dire qu'on voit bien que, par exemple, la division du travail, la séparation du pouvoir rend difficile l'esprit d'équipe. Et c'est vraiment pour éviter qu'il y ait cette attitude d'indépendante qui, de mon point de vue, n'a pas à être au sein de l'entreprise. Et j'ai proposé un quatrième principe, qui consiste à dire tu es libre de prendre des initiatives et d'expérimenter de nouvelles idées à ton niveau, à condition, et là on voit l'importance du cadre, qu'elle soit en cohérence avec notre vision, faut-il en avoir une, le sens que j'évoquais tout à l'heure, nos valeurs, faut-il en avoir, et qu'elle soit bénéfique à la fois pour l'entreprise, pour les salariés et pour les clients, c'est-à-dire que tout le monde doit gagner. Bien évidemment, on va prendre des initiatives, parfois on va se planter, on va échouer. Donc il y a un cinquième principe qui s'appelle la résilience, où là j'autorise mon collaborateur en lui disant tu as le droit de te tromper, tu as le droit de faire des erreurs et d'échouer, à condition d'en tirer les enseignements et les apprentissages, et de les partager pour qu'on puisse tous en bénéficier et grandir ensemble. Donc ça, c'est le cinquième principe. Ce qui nous amène au sixième, où on va un petit peu plus loin, au-delà de l'initiative. Le sixième, c'est d'autoriser toi, salarié, à remettre en question, remettre en cause nos modes de fonctionnement, si tu penses que c'est pas adapté. Donc j'ai écrit, n'hésite pas à remettre en cause les règles, les améliorer et en proposer de nouvelles. Si tu estimes qu'elles sont obsolètes ou inefficaces, on pense que tu es le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour nous, pour nos clients, et je compte sur toi pour nous aider à progresser. Donc on a aussi cette notion de responsabilisation derrière, en disant, voilà, si tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas, et en plus c'est très français, le français a la culture du résultat, paradoxalement, contrairement à l'américain, parce que l'américain, s'il est dans la culture du devoir, de respect de la règle et des process, nous on est plutôt dans la culture de la satisfaction du client, donc du résultat. Et le français, s'il doit transgresser une règle pour satisfaire un client, il le fera. L'américain ne le fera pas. Donc c'est-à-dire qu'on l'a déjà en nous. Et puis j'ai vu aussi que le travail est quand même considéré comme étant devant être une source d'épanouissement. Et il y a beaucoup de sondages qui mettent en avant que les salariés considèrent qu'il est de l'entière responsabilité de l'entreprise de leur procurer du bonheur au travail, du bien-être au travail. On l'a vu notamment dans le confinement. Moi, je trouve que l'épanouissement, le bonheur, c'est une co-responsabilité. Il y a des gens, s'ils ne veulent pas être heureux, j'ai beau faire tout ce que je peux, ils ne seront pas heureux. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de nous dire, nous ne sommes pas les seuls responsables de ton épanouissement. C'est important de le souligner de mon point de vue professionnel, bien évidemment, parce que des fois, à la limite, elle est un peu floue, bien que nous y accordons de l'importance. C'est important pour moi que tu sois épanoui, mais il n'y a pas que moi qui suis responsable. C'est pour ça que si tu es démotivé ou que tu ne te sens pas bien, dis-le nous pour que nous puissions ensemble rechercher des solutions. Il n'y a pas de problème à ce que tu me le dises, mais je n'ai pas non plus d'obligation de résultat là-dessus, parce qu'il n'y a peut-être pas de solution, mais en tout cas, on va la chercher ensemble. Ça, c'est le septième principe. Et ce que j'ai remarqué également, c'est que dans les entreprises, il était relativement fréquent d'avoir des tensions entre collaborateurs, et on sait aussi que ce sur quoi le manager est le plus mal à l'aise, ce sont les conflits.
et notamment l'agressivité. Donc c'est pour ça que j'ai proposé un 8e principe qui consiste à dire tu as le droit d'éprouver des émotions, de ne pas être d'accord. C'est normal qu'on ne soit pas d'accord, mais ce ne doit jamais être une raison pour créer des tensions. Aussi, exprime-nous ce que tu ressens avec bienveillance, authenticité et respect, comme on le fait avec toi. C'est pour ça que le manager, il doit être d'abord en adulte pour pouvoir aider l'enfant à passer en adulte. Et il y en a 2 derniers. Le 9e, qui me semble hyper important, qui est l'équité, puisque composer avec la diversité risque de créer des injustices et des inéquités, donc il faut être très vigilant là-dessus. Et l'équité, on le verra dans l'épisode, c'est extrêmement sensible. Hein. Je peux trahir si je sens que je ne suis pas traité avec équité ou avec justice, donc c'est très sensible. Donc c'est pour ça que je dis, si tu estimes que tu vaux mieux que ce que tu gagnes, ou de la manière dont tu es traité, démontre-le nous en expliquant ce que tu as apporté de plus à l'entreprise et en quoi ce que tu demandes te semble juste et équitable. C'est vraiment d'ouvrir les portes, parce qu'on le verra dans le podcast, l'équité et la justice, ce sont des sentiments, c'est pas rationnel, c'est pas logique, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc moi je peux penser que c'est juste, et toi tu peux penser que c'est injuste. Et on peut rester comme ça encore longtemps. Et enfin, c'est la notion de choix. Ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'ils n'ont pas le choix. Et donc le 2e principe consiste à dire, n'oublie pas que tu as choisi de nous rejoindre et que nous t'avons aussi choisi. Il faut quand même rappeler que le contrat, personne n'a forcé, personne, ça reste un choix. On verra que tout le monde ne le pense pas, mais ça reste quand même ça. Et quand on est en adulte, on rappelle quand même le choix que nous avons fait. Et pour terminer, c'est si notre collaboration ne te convient plus, dis-le moi sans crainte, car je suis prêt à l'entendre. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et si on ne peut plus répondre à tes attentes, le temps est peut-être venu de nous séparer. Donc ça aussi, c'est vécu comme étant assez violent, mais un adulte, il fait des choix, et alors que l'enfant, il les subit, et le parent aussi d'une certaine manière. Merci Francis. Alors c'est le podcast, je pense, le plus long de toute notre série. C'était hyper important qu'on balaye les 10 principes avec ces phrases qui ont tout leur sens et qu'on va pouvoir développer à chacun de nos prochains épisodes. On rappelle, notre prochain épisode, ça sera le 4e, donc on rentrera sur le premier principe qui est... La responsabilité. On va commencer par le commencement. On compte sur vous, c'est votre responsabilité de nous suivre. Merci. Merci.